Bon matin tout le monde, content de vous avoir en grand nombre ce matin pour notre petit webinaire de la semaine, les tendances en cybersécurité et protection des données. Je suis content de voir qu'on a plusieurs personnes. Le but de ce webinaire-là, c'est de vous montrer quels sont les produits forts. Vous vous rappelez, des fois, je fais mes coups de cœur. Ben, c'est un peu ça ce matin, c'est mes coups de cœur en termes de cybersécurité, mais aussi de protection de données, qui est très important présentement dans tout l'écosystème de vos clients. C'est le focus numéro un depuis plusieurs années. Mais quels sont les produits, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas chez IT-Cloud, puis quels sont les cas de figure, comment vous pouvez vous en servir, comment on peut déployer aux clients, puis c'est quoi aussi l'avantage pour un client de pousser ce produit-là. Donc, vous savez, vous me connaissez, je ne suis pas du genre à essayer de vendre des choses qu'on n'a pas tellement de besoin. Donc, j'ai choisi mes 4 coups de cœur pour les différents produits en termes de cybersécurité. Puis j'ai aussi invité 2 collègues que vous connaissez très bien, Sylvain Fontaine, qui s'occupe de tout ce qui est la partie protection du côté Microsoft, et mon ami Serge Blondin, qui est un expert dans plusieurs niveaux, mais principalement les choses comme Acronis, Bitdefender, tout ce qui est au niveau sécurité. Serge s'y connaît dans à peu près tout, mais principalement dans ces différentes choses-là. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Et une des premières choses que vous connaissez déjà chez IT-Cloud, mais je ne sais pas si vous vendez déjà le produit ou si vous connaissez bien qu'est-ce que ça fait exactement, mais c'est Bitdefender MDR. Donc, pourquoi j'ai voulu parler de ça? C'est quand on parle de cybersécurité, on sait que ça englobe vraiment plusieurs sphères. OK? Et une de ces sphères-là, bien entendu, c'est la protection directe. Je dirais que c'est comme notre premier niveau, la protection directe de nos appareils. Vous connaissez Bitdefender, vous savez à quel point Bitdefender, c'est un bon antivirus, un des meilleurs cotés sur le marché présentement. Mais Bitdefender, c'est beau d'avoir cette protection-là, mais si vous n'êtes pas 24/7, vous manquez une certaine partie de l'équation. Imaginez que votre client a tout un écosystème, mais il peut se faire attaquer pendant le jour, puis à ce moment-là, on peut prendre action, ce n'est pas un problème. Mais il peut se faire attaquer la nuit, la fin de semaine, 24/7. On n'a pas les ressources pour mettre quelqu'un 24/7 à monitorer nos clients. Puis en plus de ça, ben, les ressources sont très difficiles à trouver présentement, puis les ressources sont très dispendieuses présentement. Donc, d'essayer de trouver une ressource pour une entreprise MSP qui gère des small business, essayer de trouver une ressource qui serait 24/7 à monitorer mes clients, c'est quasi impossible. Mais vous savez que Bitdefender MDR, c'est ce que ça vous offre. Alors, pour faire une explication un peu, parce que plusieurs personnes me demandent des fois, c'est quoi ça MDR? C'est une protection de plus? C'est-tu du Advanced Threat Security? C'est quoi exactement? Il faut commencer à comprendre, premièrement, qu'est-ce que c'est du EDR, du EDR. OK? Fait que quand on parle d'un antivirus, on entend souvent parler présentement du mot EDR. Bien, EDR, c'est quoi? C'est des transferts de logs vers une interface où est-ce qu'on peut analyser ce qui se passe sur un poste de travail. Là, vous allez me dire, Carl, moi, quand mon antivirus, peu importe lequel j'ai, quand un poste a un virus, bien, automatiquement, j'ai une alerte. Puis je le vois dans ma console que le poste a eu un virus. Ça me donne quoi de plus, le EDR? En réalité, qu'est-ce que je fais avec ça de plus? Ben, c'est qu'une attaque, depuis les 5 dernières années, c'est pas comme c'était avant, où est-ce qu'on a, on a un virus, puis pouf, mon pof s'est infecté, puis un attaqueur peut rentrer. Les attaques, c'est beaucoup plus sophistiqué présentement. Ça passe par une panoplie de choses. C'est de l'ingénierie sociale au début, puis après ça, c'est différentes choses. Puis hop, je t'envoie un mail avec un certain lien. Puis là, au début, ça paraît pas, mais ça m'a créé un backdoor. Puis après ça, avec le backdoor, je vais essayer de rentrer, puis je vais essayer de faire une escalade de priorité. Puis je vais faire plein de mouvements qu'on appelle du lateral movement. Des fois, on entend parler de ça. Je vais faire plein d'actions différentes pour cibler et commencer à préparer mon attaque. OK? Fait que les hijackers, les attaqueurs, présentement, c'est comme ça qu'ils opèrent. Fait que ça a beaucoup évolué. Alors, pourquoi j'ai besoin d'un EDR? C'est qu'un EDR, il n'est pas là pour vous dire, hey, le poste à Céline a eu un virus, puis on l'a nettoyé, puis c'est enlevé. Parfois, les gens ils me disent, ben, j'ai acheté Bitdefender EDR, là, puis Céline a eu un virus sur son poste, il a été infecté, puis tout ça, puis je ne vois pas grand-chose dans ma console d'incident. Ben, c'est normal. Une console EDR, ce n'est pas là pour vous dire ce genre de choses-là. Une console EDR est là pour dire, on connaît qu'est-ce qui se passe en termes d'une attaque, puis on sait tous les mouvements latéraux qui sont populaires dans le marché. Qu'est-ce que les hackers font? Étape 1, étape 2, étape 3. Ce n'est pas des virus, c'est juste des étapes préparatoires à faire une attaque. Même principe que les départements de sécurité au Canada, lorsqu'ils veulent cibler des terroristes, ils ne vont pas essayer de voir qui met une bombe.
Ils vont essayer de commencer à regarder qui a acheté différents types de produits, qui a acheté telle autre affaire, qui a fait des réunions à telle place. Pourquoi est-ce qu'il y a telle chose qui se passe là? C'est des étapes préparatoires à une attaque. Et c'est ça que le EDR va essayer de retrouver. Donc, le EDR, normalement, dans ma console, je devrais avoir différents incidents qui vont dire, regarde, ce n'est pas nécessairement un virus, mais c'est bizarre qu'à minuit, tel soir, telle personne s'est loguée de telle place. C'est bizarre que, puis je donne des exemples simples, ça peut aller beaucoup plus complexe que ça, mais c'est bizarre, telle chose, on devrait investiguer. Donc, le EDR, il est là pour vous donner ça. Fait qu'étape 1, on comprend que c'est assez important, puis honnêtement, la plupart des compagnies d'assurance présentement, si votre client veut se protéger pour tout ce qui est ses données numériques, bien, la plupart des compagnies d'assurance vont demander qu'il y ait un antivirus avec le EDR. Bien, ça va bien, Bitdefender, on a ce package-là. Vous avez vu probablement dans la dernière année que maintenant, il y a des packages. Bitdefender ont vraiment été gentils puis ils ont aiguisé leur crayon parce que maintenant, on a des packages qui vont comprendre l'antivirus de base, plus le Advanced Threat, plus le EDR. Donc, on a une espèce de package comme ça qui va comprendre tout ensemble, que je crois, et corrigez-moi Sylvain et Serge si je me trompe, mais je pense qu'on appelle ça le Bitdefender Secure. Que le package, si on regarde les prix, il est extrêmement avantageux. Oui, bien, les packages Bitdefender, là, je peux aller les chercher rapidement, mais il y a comme 3 levels. Il y a le level qui est le premier qui contient le EDR. Après ça, tu vas avoir le package qui comprend le ATS aussi. Puis chaque niveau, là, il rajoute dans le bundle. Là. Ouais. Et on sauve beaucoup. Oui. Allez voir les prix des bundles de Bitdefender, vous allez rester extrêmement surpris parce que souvent, on va penser, le client va parler de EDR puis de MDR, puis on va dire, ouais, c'est extrêmement dispendieux parce qu'on sait sur le marché, juste du MDR peut coûter 10-12 $ par poste de travail, tandis qu'avec les bundles de Bitdefender, vous allez rester très surpris, vous allez être en deçà de ce prix-là pour tout, pour l'antivirus, le EDR, le ATS et le MDR. Mais anyway, on retourne à ce que je disais. On a compris maintenant du EDR, ça fait quoi? On sait qu'on a une console où est-ce qu'on peut analyser. Mais là, deuxième chose, c'est que cette console-là, elle ne s'analyse pas toute seule. Il y a un petit peu d'intelligence artificielle qui peut prendre des petites actions dans du EDR. Puis normalement, c'est des actions pré-mâchées par le manufacturier. Donc, Bitdefender en a. Et s'il voit telle action, ben, il va tout de suite barrer le pas. Je vous donne un exemple. Lui, il sait que quelqu'un qui se connecte remote desktop en dehors des heures de travail pour la compagnie ciblée, puis que ça vient d'un pays qu'on n'est pas habitué de voir, ben, il peut automatiquement dire, oh, je barre cette connexion-là. Il y a certaines petites actions que le EDR peut prendre, mais normalement, ça prend quelqu'un pour l'analyser, ce EDR-là. Sinon, ben, on est juste en arrière de la vague. C'est beau de savoir, imaginez le système de défense canadien, s'il ciblerait différentes personnes, puis il cible différentes choses, mais ils ne prennent jamais action, puis on s'aperçoit à un moment donné, il y a eu une attaque, puis on dit, ah oui, regarde là, in hindsight, on dit souvent ça, ben, avec du recul, regarde, on l'avait vu, lui a fait ça, puis on a tout logué ces informations-là, mais personne n'a pris d'action. Vous diriez, voyons, mon argent va où? Là? Pourquoi personne n'a pris action là-dessus? Ben, c'est exactement ça. Si vous vendez du EDR à votre client, présentement, ben, c'est juste pour satisfaire les assurances. Parce qu'en réalité, si vous n'avez pas un employé qui le regarde à temps plein, 24/7, ben, en réalité, vous êtes juste en arrière de la vague. Il va vous avertir, oups, ça a l'air bizarre, ça ne se regarde pas bien, mais personne n'a pris action, personne n'a rien fait, boum, il y a une attaque. Donc, le MDR vient rajouter quoi? Ben, il vient rajouter ce gars-là. Bitdefender ont un SOC qu'on appelle, okay? Un Security Operations Center, un SOC, avec des agents qui sont des gens ciblés sur la sécurité, pas des généralistes, c'est des gens qui ne font que de la sécurité. Puis eux, ils vont monitorer le EDR de votre client. Ils vont regarder, oh oui, ça, c'est une drôle d'action. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans la console MDR, que je vais vous montrer dans une seconde, dans la console MDR, vous allez tout simplement, il n'y a presque rien à faire, vous allez dire, ben, pour tel client, s'il arrive quelque chose, vous contactez telle personne. Là, vous pouvez mettre des gens de contact. Normalement, ce serait vous, vos techniciens, mais ça peut être aussi quelqu'un chez le client. Si un client dit, ben, moi, j'ai accès à toutes mes choses, puis j'ai toutes mes passwords, puis je suis capable de prendre action, ben, ça peut être quelqu'un chez le client. Puis vous allez aussi leur donner des activités préautorisées. Dire, regarde, tu vois quelque chose, là, ben, tu peux fermer le serveur. Tu peux faire un reset de telle chose. Tu peux faire telle action. Pour ceux qui étaient là
au congrès Altitude l'an passé. Vous vous rappelez de la démonstration que j'ai faite? On a fait un test live sur le stage où est-ce que j'avais un poste protégé, puis j'ai lancé une fausse attaque CryptoLocker, puis en dedans de quelques secondes, le poste s'est complètement éteint. Puis en dedans d'une minute ou deux, j'ai reçu un appel directement de Bitdefender pour me dire hey, on vient de détecter une alerte sur ce poste-là. On l'a fermé. Est-ce que tu as d'autres actions que tu veux qu'on prenne? Pas juste ça, c'est que Bitdefender vont vous aider ensuite de ça à tout éliminer le virus. Donc, j'ai plusieurs partenaires qui le vendent puis ils m'ont dit waouh, c'est impressionnant. Premièrement, maintenant, il y a du service en français. C'est peut-être pas un français québécois parfait, mais la personne communique en français. Puis, deuxièmement, bien, ils vont vous aider à prendre des actions. On va dire OK, étape numéro 1, on va faire ça. Étape numéro 2, on va cleaner comme ça. Étape numéro 3, download ça, mets ça sur une clé USB, plug ça dans l'ordi. OK, attends un petit peu. On va le reconnecter, mais en mode isolé. Là, eux vont analyser. Ouais, OK, tu as de l'air beau, c'est clean, parfait. Là, à l'avenir, tu vas fermer telle porte, tu vas faire telle affaire, tu vas prendre telle action. Donc, c'est très intéressant comme produit, le MDR. Moi, honnêtement, ça, c'est un exemple de la console. La console, elle est super simple. On voit les différentes activités, mais vous voyez tout un dashboard. Honnêtement, vous n'avez pas beaucoup de contrôle dans cette console-là. La console MDR, le Manage Detection and Response. N'oubliez pas que cette console-là, elle n'est pas pour vous. Elle est pour votre employé 24/7 qui travaille du côté de Bitdefender puis qui vous aide à protéger vos clients. Puis vous n'avez presque rien à faire, à part aller analyser, puis voir un peu les rapports, puis les recommandations. Voyez-vous ici à droite, Open Recommendation. Eux, quand ils voient différentes activités, peut-être des fois que ce n'est pas tout à fait un virus, mais ils disent ouais, c'est pas normal que ça allait arriver, ça là. Puis il faut protéger ça pour l'avenir. Fait qu'ils vont vous donner des recommandations. Puis c'est vraiment quelqu'un qui tape. C'est vraiment quelqu'un qui va dire hey, pour ce poste-là, là, pense à ajouter telle chose, pense à faire telle affaire, parce que c'est pas normal qu'on se soit rendu jusque-là. Fait que très, très, très intéressant comme produit, le MDR de Bitdefender. J'aurais pu parler de plein de choses dans Bitdefender, mais honnêtement, moi, j'y crois énormément, ce produit-là, surtout avec les bundles, le prix que ça amène. Et pour un client, ça rajoute une couche de sécurité, puis pour vous, ça vous aide à dormir. C'est toujours une chose qu'on se dit, mais mon gros client, s'il arrive une attaque la nuit, j'ai-tu pensé à faire ça? J'ai-tu tout plugué? Y a-tu quelque chose que j'ai oublié? T'sais, il se fie sur moi. Mais là, j'ai quelqu'un 24/7 qui le regarde, puis qui est comme mon assistant, puis qui me dit, oui, on va faire ça, avec des recommandations de sécurité faites par une vraie personne. J'arrête d'en parler, mais honnêtement, c'est un de mes gros coups de cœur. Ça fait plus d'un an qu'on vend le produit. Il y a plusieurs partenaires qui ont adhéré, puis à date, j'ai que des bons commentaires sur le produit, surtout au niveau du prix qu'on le vend. C'est vraiment là, très intéressant. Donc, c'est assez pour Bitdefender. Il y a plein d'autres nouveautés que j'aurais pu parler, mais on a juste une demi-heure, 3/4 d'heure ce matin, donc je m'arrête à MDR. Maintenant, honnêtement, mon gros coup de cœur de l'année. Mon gros coup de cœur de l'année, c'est vraiment Acronis Cyber Protect. Donc, vous me connaissez bien, vous savez que moi, je suis principalement du côté Microsoft, mais je touche quand même un peu à tout chez IT Cloud. Et puis, Acronis, c'est comme un produit que dans ma tête, Acronis, c'était des backups. Backup Disaster Recovery, excellent produit. J'ai été un des premiers avec Serge à tester toutes les capacités. Et moi et Serge, on est deux gars de réseau. On est des gars de réseau, puis ce qui nous avait impressionné au début avec Acronis, c'est de dire, ben, je comprends que ma VM est backupée dans le cloud, mais si je la boot dans le cloud, il faut que je me fasse un VPN site-to-site, il faut que je switch mes adresses IP on-prem. Tu sais, là, on parle le même langage, là, vous et moi. Là. Puis, on avait déjà vécu des expériences passées dans nos propres expériences professionnelles, puis on sait à quel point que c'est beau en théorie, mais beaucoup de business n'avaient pas vraiment des DR. Ah oui, j'ai un plan de recovery, puis je suis capable de booter dans le cloud. Ouais, mais tu l'as-tu essayé? Es-tu capable de fonctionner? C'est ça la grosse différence. Exact. Et puis, à ce moment-là, je vous fais un petit peu un historique ce matin, mais à ce moment-là, moi et Serge, on faisait des tests, puis on challengeait Acronis en disant OK, c'est beau votre DR. On se pensait plus intelligent qu'Acronis, puis on disait ouais, mais par la VM dans le cloud, là, il faut que je me connecte dans la VM, il faut que j'aille changer les adresses IP, il faut que je me fasse un VPN site-to-site. Comment qui marche votre VPN? Le gars d'Acronis, il dit de quoi vous parlez, les gars? Cassez-vous pas la tête, on a déjà pensé à tout ça. Là. On est né bien avant vous autres. Là. Et on dit tu pars ta VM dans le cloud, puis on-prem, là, tu vas juste installer ce petit agent-là. Là, nous autres, on se dit, le gars, il ne comprend pas ce qu'on veut dire. T'sais. Il dit, oh, oui, fiez-vous sur moi. Ben oui, tu installes un petit agent on-prem. Je ne sais pas c'est quoi le nom, Serge, je pourrais vous l'expliquer plus, mais le petit agent on-prem,
va faire foi d'une espèce de proxy. Lui, il va trapper les paquets réseau qui passent, qui sont destinés au serveur. Il va dire, hey, ça, c'est pour le serveur qui vient de partir dans le cloud. Il va les prendre et il va les envoyer. Quasiment comme de la magie. Fait que tu peux aller, Serge, puis nous expliquer un peu c'est quoi, mais. Ben, tu l'as très bien expliqué, c'est exactement ça. C'est le VPN Appliance que tu peux rouler soit dans ton Hyper-V ou soit dans ton VMware. Puis c'est exactement comme tu as dit. Il va intercepter les requests ARP. Fait que là, il va être capable de dire OK, tu essaies de parler au serveur DC qui est 192.168.2.10, mais là, ce 2.10-là, je le roule dans le cloud. Fait que localement, il n'existe plus. Fait qu'il envoie le paquet dans le VPN chez Acronis, puis ça revient. Puis là, c'est juste que ton ping, au lieu d'être à 1 milliseconde, il va être à 15-20 millisecondes. Mais c'est complètement transparent. C'est ça qui est magique. Ouais, c'est ça. Puis j'ai pas été, on dit VPN, là, mais comprenez que l'appliance s'est occupé de tout ça. Je n'ai pas eu à configurer de VPN, site to site, tout ça. Exact. L'appliance a tout fait. Fait que moi, Acronis, là, c'était ça dans ma tête. C'était ça. Puis je disais, crime, ça fait une bonne job pour ça. Mais c'était ça, Acronis. Puis là, à parler avec Serge, il y a peut-être 2 mois de ça, je parlais d'Acronis, puis je disais, ouais, pour des backups, c'est vraiment un bon produit. Mais Serge, il me dit, attends un petit peu, Carl, tu me parles de backup, tu me parles de backup. Mais Acronis, c'est pas mal plus que ça. Puis là, Serge m'a ouvert un monde. Ça a fait un peu comme dans le Magicien d'Oz, quand on rouvre les portes, puis tout devient en couleur. Faites la même affaire. Je dis, oh, attends un petit peu, là. Puis là, je me suis remis dans la peau quand j'étais un MSP. Puis probablement qu'avoir eu un produit comme Acronis CyberProtect, je serais encore MSP. Parce que c'est quoi notre problème présentement en tant qu'MSP? C'est qu'on a des consoles pour tout. J'ai mon RMM, c'est une console. J'ai mon antivirus, c'est une autre affaire. J'ai tout mon Microsoft, c'est une autre patente. J'ai toutes les gestions locales de patch, pis ça, c'est une autre affaire. Quand on arrive dans CyberProtect, pour ceux qui ne vendent pas Acronis, je vous le dis, renseignez-vous maintenant. On va vous montrer qu'est-ce qu'il y en a. Pour ceux qui le vendent déjà, avez-vous exploité vraiment ce que CyberProtect peut faire? Parce que, OK, Backup DR, probablement le meilleur sur le marché. Honnêtement, ils comprennent exactement la réalité. Puis le DR est incroyable, je l'avoue. En plus de ça, il y a un moniteur 365. Fait que je peux plugger les tenants 365 de mes clients, puis il va me donner des security baseline. Il va dire, hey, tel tenant, tu as encore Legacy Authentication d'activer. Hey, tel tenant, tes logs ne sont pas activés. Tel tenant, tu as des users qui ont pas d'MFA. Hey, tu as un admin qui n'a pas d'MFA. Il va te sortir tous les troubles. Puis pas que vous allez dire, oh, j'ai déjà ça dans Microsoft, dans le 365 Secure Score, mais vous avez tous déjà travaillé avec le Secure Score. C'est pas si évident que ça. Lui, il va vous montrer tout ça. Puis il y a une facette de ça qui est gratuit. Je me trompe pas, Serge. Exactement. Il y a les baselines de base sont inclus dans la licence Acronis de base. De base pour les RMM. Quand je vous dis, non, c'est ça, quand je dis la licence Acronis de base, c'est le simple fait d'avoir Acronis installé sur votre machine. Vous avez déjà ce qu'ils appellent eux autres des free features. Fait que le fait d'installer l'agent et que je le vois apparaître dans ma plateforme Acronis, que je peux m'en servir comme une espèce d'inventaire, tout ça, ça ne génère pas de frais. Je peux même me servir de l'agent Acronis pour faire du remote desktop sur mes machines. Et ça non plus, ça ne génère pas de frais. C'est quand on va activer des backups ou quand on va aller chercher des fonctions de management qui est maintenant renommé RMM, là, on va activer des SKU et ça va générer des frais. Mais dans le Office 365 Monitoring, il y a certaines de ces features-là qui vont être inclus dans le free feature. Là. Ce que j'ai regardé, Serge, merci beaucoup pour le complément d'information. En passant, il y a plusieurs questions dans le chat. Je ne sais pas si quelqu'un peut regarder le chat avec les différentes questions, mais tout ça pour dire que quand j'ai testé le produit, j'ai vu ça qu'il y avait des features gratuits, puis j'ai vu qu'il y avait du autocorrection que je pouvais activer. Puis l'autocorrection, il faut payer pour, mais le prix n'est pas tellement, c'est pas tellement haut. Aujourd'hui, on ne veut pas parler de prix. Regardez plus les features. Mais tout ça pour dire qu'il y a de l'autocorrection là-dedans en plus. On ne s'arrête pas là. Serge me montrait, puis Serge, j'ai dit en passant, tu sais que CyberProtect, il y a un RMM là-dedans. Je lui dis, arrête, ça ne peut pas. Il dit, ben oui, il y a un RMM. Là, je dis, ouais, c'est parce que Serge, il ne sait pas c'est quoi un RMM. Je dis, montre-moi, Serge, qu'est-ce que tu veux dire par un RMM. Il commence à me montrer ça. OK, c'est un RMM, ça. Des alertes sur n'importe quoi, CPU, manque d'espace disque, si, ça. Je dis, OK, mais je peux-tu prendre action? Ben oui, roule tel script, fais telle action. Il y a un RMM là-dedans, finalement. Je suis capable de prendre le contrôle de la machine à distance, je suis capable de me setter des alertes, je suis capable de corriger les troubles automatiquement, je suis capable de pousser des logiciels sur la machine, je suis capable de désinstaller certains logiciels, puis
En plus, ils semblent vouloir mettre beaucoup d'efforts dans leur RMM. Fait que si vous avez déjà un RMM, c'est super. Puis je comprends que c'est une grosse job venir changer notre RMM une fois qu'il est installé. Mais si vous n'en avez pas déjà puis que c'est dans vos plans, ou si déjà vous considérez changer votre RMM, ben je vous dirais prenez 2 secondes pour regarder CyberProtect parce que là, c'est une console qui fait absolument tout. Là. En plus du RMM, j'ai un antivirus et un EDR. Là, je le sais, dans votre tête, vous allez dire, Carl, tu viens juste de nous vanter Bitdefender. Puis vous avez raison. Je ne dis pas que l'antivirus d'Acronis est meilleur que Bitdefender. Ce que je peux vous dire, par exemple, puis ici, là, on a 2 produits qui sont mes 2 enfants. J'adore les 2 produits. Demandez-moi pas lequel est mieux. Je trouve que c'est 2 bons produits. Ça va plus aller à est-ce que je veux avoir une gestion complètement centralisée ou pas. Tout ce que je vais dire pour l'antivirus, le AV et le EDR, c'est que j'ai fait mes tests. Puis vous savez, c'est quoi les tests que je fais quand je mets un antivirus? Moi, je l'installe vanille. Parce qu'on le sait tous, c'est quoi le trouble avec des antivirus. Defender de Microsoft, je l'adore. Puis là, je vais insulter un petit peu Sylvain parce que Defender de Microsoft, c'est le bébé à Sylvain, puis Sylvain le connaît de A à Z. Mais il y a une chose que Sylvain ne pourra pas dire. C'est un excellent antivirus, mais faire la configuration de Defender de Microsoft, il y a quand même plusieurs étapes, puis ça prend un. Il y a comme une espèce de skill set qu'il faut développer. Une fois qu'on l'a développé, ça va super bien, j'en conçois. Moi, ce que je fais quand je fais un test d'antivirus, je me dis, garde, on est occupé de A à Z, mes techniciens sont partout sur la route. Je veux un antivirus que je l'installe, puis mets-moi là les meilleurs features. Là. Arrête de me demander, je veux-tu activer ci, puis ça, puis ça, puis ça. C'est quoi les meilleurs features que je devrais activer? Ben, Bitdefender est très bon pour ça. Vanille, il protège tout. Ben, Acronis Cybersécurité, c'est le deuxième que j'ai trouvé, que Vanille, il protège tout. Je l'ai installé Vanille, j'ai aucun setting que j'ai changé, j'ai laissé des settings de base et pouf, j'ai roulé mes tests, puis il a tout bloqué. Fait que j'y Et donne, Carl, oui, une des choses que moi, j'essaie de toujours mentionner par rapport, justement, de comparer la partie antivirus ou la partie EDR avec Bitdefender, je suis d'accord avec toi que c'est comme comparer 2 bons produits, ça ne donne pas grand-chose. Sauf que la couche Acronis qui a une fonctionnalité que je trouve super intéressante, c'est qu'eux autres, ils peuvent en même temps gérer ton backup. Fait que si tu penses à une situation que là, tu as eu t'as eu une attaque ou tu as eu un virus ou quoi que ce soit, tu l'as analysé dans ton EDR, tu dis, OK, j'ai isolé ma machine ou quoi que ce soit. Mais après ça, tu fais quoi? Avec Acronis, tu peux simplement dire, hey, cette machine-là, vu que j'ai un backup, là, perds pas de temps, là, restaure-la moi à telle date, parce que je sais qu'en telle date, elle était saine. Fait que là, tu repars de là, puis tu continues. Ça, je trouve que c'est vraiment puissant comme fonctionnalité. oui, exactement. On a une question justement dans le chat qui est intéressante. Les gens disent, moi, si j'ai Defender de Microsoft, j'ai déjà le EDR, comment je pourrais faire pour avoir une couche MDR? Ben, il y a certains centres, des SOC qu'on appelle, qui vont te permettre de connecter ton Defender. Et on a entendu à travers les branches que Microsoft vont probablement l'offrir éventuellement directement. Pour l'instant, Microsoft ne l'a pas. Il faut vous trouver un SOC qui serait un third party et dire à ce SOC-là, ben, est-ce que toi, tu supportes l'antivirus Defender de Microsoft? Ils vont dire oui. Et là, tu peux te créer un connecteur dans ton centre Defender qui va se connecter dans leur environnement, puis qui va pousser les logs là pour qu'eux puissent l'analyser et prendre des actions. Mais c'est un petit peu plus complexe. Je vous dirais, si vous êtes rendu là, le MDR de Bitdefender, il fait la job sans avoir besoin de faire plein de configurations. Il est déjà prêt pour ça. Mais on n'arrête pas sur Acronis. Il y a un système de gestion de patch et de vulnérabilité directement dans le Acronis CyberProtect. Je n'en revenais pas, je disais en plus de tout ça, ça peut gérer mes patchs de PC, ça peut gérer les vulnérabilités et le log est super intéressant. Il vous dit exactement tel PC, il faut que tu appliques tel patch, tel PC, tu as tel third-party software, il y a un CID là-dessus, tu devrais l'updater à telle version, tu devrais faire telle chose. Très impressionnant. En plus de ça, il y a du email security. Puis là, j'ai écrit etc. parce qu'il y a bien Attends. d'autres features. Oh, vas-y, Serge. T'as passé vite sur l'histoire de patch. Parce que des RMM qui patch, il y en a plusieurs. Mais t'en connais-tu d'autres, toi, des RMM qui patch, puis des Windows Update qui ont corrompu des Windows Server? On a connu ça. Mais que là, ils t'offrent la possibilité de dire, hey, vu que j'ai un backup de ta machine, je peux te faire un rollback.
c'est déjà tout intégré. Là. Fait que là, tu enlèves le stress de Ah, j'ai-tu testé mes patchs ou pas? Tu peux juste dire, ben oui, déploie-la la patch, puis au pire, je vais faire un rollback de ma machine. C'est vrai. Acronis, il est partout dans la machine. Puis en plus, qui te donne automatiquement le remote control sur la machine s'il se passe quelque chose. Il y a le email security. Écoutez, il y a d'autres affaires qu'on n'avait pas assez de temps aujourd'hui, mais je vous dis, si vous ne vendez pas Acronis, commencez à vous renseigner. Puis si vous le vendez, regardez ces features-là. Parce que j'ai vu des choses. Souvent, les partenaires vont me demander est-ce que je peux faire des assessments de sécurité? Les assurances de mon client me demandent de faire un assessment. J'ai Business Premium. Puis là, vous le savez, dans Business Premium, il y a un assessment de sécurité que vous pouvez rouler, et ainsi de suite. Mais vous êtes limité à un petit teaser. Là, sinon, il faut aller avec des third parties, comme justement KnowBe4 qui peuvent le faire. Mais Acronis a ça dedans, croyez-le pas. On peut faire des assessments de sécurité, des formations, mais tu sais, là, pour parler d'assessment, c'est d'envoyer des mails, puis de savoir qui se serait fait prendre au jeu, puis ainsi de suite. Et il y en a plusieurs d'autres. Écoute, j'en passe. Serge va être un petit Puis, peu fâché, mais il y a plusieurs autres choses. Serge, je te laisse la parole si tu as non, mais d'autres choses que tu veux parler. juste pour rajouter sur la question d'assessment, c'est une discussion que j'ai eue avec eux depuis plusieurs mois, depuis ils ont annoncé la feature. Et je leur demandais toujours s'il y avait la version française du produit. Puis la réponse était toujours oui, oui, on a une version française. Mais je dis ouais, mais vous comprenez que nous, au Canada, on est Canadien-Français. On n'est pas Français de France. Fait que quand tu veux simuler des attaques puis tout ça, ce serait bien qu'il y ait une version locale. Puis et je sais qu'ils travaillent là-dessus avec les gens d'Acronis. Il y a même des gens d'Acronis maintenant qui sont des gens de Montréal. Fait que je sais que c'est un projet en cours puis qu'ils vont nous arriver avec des versions vraiment localisées français-canadiens. Excellent. En tout cas, mon deuxième coup de cœur de l'année, puis probablement mon meilleur, je ne l'ai pas mis en premier parce que je voulais commencer à parler de Bitdefender, mais Acronis Cyber Protect, honnêtement, j'ai vraiment été surpris de ce que ça fait. On peut faire des formations, mais il y a un excellent système de formation interne à Acronis où est-ce que vous pouvez aussi certifier vos techniciens. Ça aussi, c'est une autre chose intéressante qu'on ne parle pas. Tu sais, souvent, on a plein de consoles. On a notre console RMM, on a notre console d'antivirus, on a notre console de backup, on a notre console de ci, ça. Puis là, on veut certifier nos techniciens là-dedans. Fait que là, il faut faire un paquet de différentes certifications à gauche, à droite, ainsi de suite. Tandis que dans Acronis CyberProtect, je peux dire à mes techniciens, j'engage un nouveau, puis je dis, OK, ben nous ici, là, tout se gère dans Acronis CyberProtect. Tout se fait à partir de là. Fait que tu ne te casses pas la tête. Tu rentres là, il y a les backups, il y a l'antivirus, il y a ci, il y a ça. Tout est là. Puis là, ben, tu vas commencer à suivre la track de formation. Forme-toi sur telle chose en premier. Fais les backups. Après ça, va faire la sécurité. Après ça, va faire la gestion RMM. Après... Fait que là, ton technicien se forme dans une seule console, puis tu es capable de suivre. Il va dire, OK, parfait, il y a eu telle certification, c'est beau, on continue. J'arrête d'en dire, là, vous allez dire, Carl, tu vas-tu acheter Acronis? Je ne sais pas encore, mais je peux vous garantir que si je suis encore MSP, Acronis définitivement serait dans mes produits. Et là, je vais faire plaisir à Sylvain parce qu'un autre de nos gros coups de cœur, puis je vous en parle depuis plusieurs années, mais je trouve que ça ne l'a pas levé au niveau que ça devrait. Si j'étais encore un MSP, tous mes clients auraient AvePoint Insight. Premièrement, c'est pas tellement dispendieux. Et deuxièmement, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, ça prend ça. Bon, on commence toujours de la même façon. C'est quoi AvePoint Insight pour ceux qui ne le savent pas? Ben, on va commencer par voir c'est quoi le problème, puis qu'est-ce qu'AvePoint Insight vient régler. Fait que vous savez tous que vos clients, la plupart vont commencer à vous parler d'aller dans une espèce de sphère modern work. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, on enlève le file server local, puis on va commencer à se servir de SharePoint, OneDrive, Teams comme étant notre centre de contenu de données. Mais ça, c'est super. Les clients, une fois qu'ils se sont habitués à ça, ils disent waouh, là, c'est le fun. Pourquoi? Ben, pour collaborer entre nous, là, ça va vraiment bien. Je dis à Gilles, peux-tu éditer ce fichier-là? J'y envoie juste un petit lien. Boum, il rouvre. Le fichier reste à une place. On n'a plus besoin de se l'envoyer par email. Puis là, ça crée 75 copies. Hey, c'est super. Puis là, les employés font quoi? Ils disent, hey, wow, ça, c'est vraiment le fun. Là, on peut s'échanger ça facile. Right-click, share. Hey. Puis là, ils commencent à tomber là-dedans. Puis là, qu'est-ce qu'ils font? Ah, puis là, j'ai telle chose, là, je vais l'envoyer au client pour qu'il l'approuve. Share ça avec le client. Puis là, écoute, ça devient comme c'est une scène la douzaine. Maintenant, share des affaires. Share ci, share ça. Share le dossier. C'est pas grave, il y a 3-4 fichiers là-dedans. Là, share le dossier. Share le site Teams au complet. Puis là, à un moment donné, tu perds le contrôle. Là, ton client dit, hey, on a un fichier, là, il a été édité, on ne sait pas c'est par qui, ou il est délité. Qui a accès à ça? Là, vous, votre job, c'est de trouver qui a accès à ce dossier-là.
Bonne chance. Là, tu arrives sur le dossier, ben là, dans SharePoint, il y a juste vous autres. Ah, mais on dirait que non. OK, ouais, attends un petit peu, il a été partagé. Okay, fait qu'il y a une deuxième étape de sécurité. Il a été partagé. OK, à qui? Ben là, je ne peux pas te dire, c'est un lien anonyme qui a été créé. OK? Il a été envoyé à qui, ce lien anonyme-là? Ben là, je ne sais pas. Là, c'est Paul qui a créé le lien anonyme. Là, il l'a envoyé à qui? Il ne sait pas. Moi, là, il l'a copié puis il l'a pitché. Ça devient l'enfer. Mais AvePoint, il est là pour ça. AvePoint Insights, il gère votre Teams, le OneDrive, le SharePoint. Puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il est capable d'aller chercher tous les logs et de savoir tel fichier a été partagé telle date par telle personne, il a été ouvert par telle personne, c'est un lien anonyme, il va vous dire ça c'est un lien anonyme, ça c'est un lien direct, ça c'est un lien telle affaire, fait qu'il va vous montrer tout ça. Là, jusque-là, vous allez dire, ah ouais, c'est intéressant, mais attendez un petit peu, ça va beaucoup plus loin que ça. Il va vous les placer en ordre critique. Voyez-vous à droite, là, l'espèce de petit cadran, on voit ça souvent. Fait que tout ce qui est en haut à droite, là, ça, là, c'est du high exposure level. Ça veut dire quoi? Bien, il va dire, hey, attends un petit peu, là. Le fichier a été partagé avec un lien anonyme. Ça veut dire que Pierre, Jean, Jacques, dans le monde qui ont le lien, peuvent ouvrir le fichier. Puis le fichier, il contient des numéros de carte de crédit, mon ami. Fait que là, tu as un fichier exposé à l'extérieur qui contient des numéros de carte de crédit qui a été fait par un lien anonyme. C'est Pierre qui a créé ce lien-là. Telle date qui a créé ce lien-là. Ça, là, ça nous prend ça. Surtout pour la loi 25, que là, à cette heure, il faut savoir mes données ont-elles été exposées, qui les a exposées, puis être capable de driver ça. Fait que. Vas-y, Sylvain. Oui, excuse, puis ce qui est encore pire que ça, ce lien anonyme-là n'a pas d'expiration d'associé. Exactement. Souvent, il n'y a pas d'expiration d'associé. Fait que, en tant qu'MSP, vous dites, wow, ouais, c'est vrai, ça me prendrait un produit comme ça, mais honnêtement, là, dans votre tête, je sais exactement ce que vous vous dites, je me dirais la même chose. Je dirais, j'ai-tu le temps avec mes techniciens de commencer à analyser tout ça? Je n'ai pas le temps de faire ça pour mes clients, mais c'est ça la beauté. Ce n'est pas votre responsabilité de faire ça. Et c'est là qu'à tous les partenaires que je parle, je dis la responsabilité de la gestion des données, c'est pas à vous de faire ça. À moins que votre client vous paye pas, puis ça ne fait pas partie du contrat de service. C'est un service de plus, tu veux que j'ajoute que je monitor tes affaires? OK. Mais vous ne savez pas quel fichier chez le client qui est important. Le client, il y a un paquet de fichiers. Moi, je suis là pour gérer le container, mais le contenu des fichiers, c'est pas de mes affaires, c'est votre business. Là. Fait que le client doit savoir que c'est lui qui est responsable. Ce qui est intéressant d'AvePoint Insight, parce que ce n'est pas le seul produit qui fait ça sur le marché. Vous allez dire, il y en a d'autres produits qui font ça. Oui, mais c'est le seul qui ont développé une interface user-based. L'interface, elle est pensée pour un utilisateur et non pas un technicien. Fait que c'est super facile de dire à votre client, regarde, prends le contrôle de tes données, mon ami. Je t'installe ton Insights et c'est à toi d'en prendre la responsabilité. Moi, ce que je vais faire, je vais te faire un cours de base. Puis si tu as des questions, tu peux m'appeler, mais c'est à toi de définir. Puis en fait, la loi 25 dit que chaque entreprise doit avoir une personne responsable à la gestion des données. Donc, c'est un bel outil à y donner, cette personne-là. Ben, dire, tiens, n'en voilà un outil facile. Avec cet outil-là, tu vas avoir la visibilité sur tous les liens qui sont partagés externes, toutes les informations sensibles qu'on trouve dans le tenant, toutes les informations sur qu'est-ce qui a été partagé à l'externe. Et comme Sylvain disait, qui l'a partagé, mais y a-t-il une date d'expiration sur le partage? Mais corrige-moi, Sylvain, si je me trompe, mais en plus de ça, une personne qui n'est pas un technicien pourrait facilement voir un fichier qui est partagé, puis il pourrait aussi corriger, right? Exactement, c'est ça la beauté, comme Carl disait, c'est que j'entends ce commentaire-là de beaucoup, beaucoup de partenaires, puis même des partenaires qui ont, comme Carl mentionnait, déjà lancé leurs clients à utiliser l'interface de Insights. C'est que l'interface a été designée justement pour être simple, elle est intuitive et simple à comprendre. Là, on parle on est capable de faire des corrections, oui, justement, parce que Insights, quand on regarde à l'écran, on voit les facteurs qui contribuent au risque. On a nos usagers externes, on a nos liens anonymes, mais on a nos items sensibles. Et oui, à partir de Insights, on est en mesure de venir corriger qu'est-ce qui ne va pas finalement, là, qu'est-ce qui rend notre environnement à haut risque, quels items qui sont sensibles ont été partagés ou quels items qui augmentent notre niveau d'exposition ont été partagés. Si on regarde dans cette fenêtre-là, au niveau des facteurs qui contribuent à notre risque, on a external users, nos usagers externes.
Dans ce portail-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en mesure de voir combien il y en a de ces usagers-là externes, de ces invités-là. C'est quand est-ce la dernière fois qu'ils se sont authentifiés pour avoir accès? Quand est-ce qu'ils ont été créés? On peut même générer un rapport d'accès à l'intérieur de ça pour voir à quoi cet utilisateur-là a accès. Quel est son niveau de permission sur un objet? On peut même empêcher un utilisateur de se connecter, d'avoir accès. Puis on peut même supprimer, là, dans le cas des utilisateurs invités, là, on est capable de supprimer cet objet-là de Microsoft Entra. Là aussi, on a l'option, quand on regarde là-dedans, dans d'autres dashboards, on a ce qu'on appelle les utilisateurs orphelins. L'utilisateur orphelin, c'est un utilisateur qui n'est pas dans Microsoft Entra, mais qui a accès à du contenu via des autorisations qui ont été accordées directement, on va dire, la plupart du temps, là, à partir de SharePoint par l'entremise de liens partagés. Alors, quand on retrouve ce genre d'utilisateur-là dans nos environnements, bien, on pourrait se demander qui dans l'organisation est responsable de gérer les utilisateurs externes. Est-ce que le client sait combien d'utilisateurs externes il a? Et la beauté d'Insights, c'est qu'une fois qu'on a recueilli ces données-là, on a un portrait de notre niveau de risque, ben, on utilise un autre produit qui travaille conjointement, puis c'est Policies. Policies, ce que ça fait, c'est qu'en collaboration avec Insights, on est en mesure de venir créer une règle qui pourrait supprimer les utilisateurs invités inactifs, ceux qui ne sont jamais connectés, par exemple, pour accéder à du contenu qui leur a été partagé. De cette façon-là, on vient limiter le risque potentiel des personnes à l'extérieur de l'organisation et on ne laisse pas ces utilisateurs-là exister de façon indéfinie. Là, tout à l'heure, on parlait là, des liens anonymes. Quand on regarde le cadre du milieu, là, on voit dans cet exemple-là 125 liens anonymes. C'est sûr que les liens anonymes, c'est un peu le nerf de la guerre là, parce que n'importe qui, par défaut, est capable de créer un lien anonyme, l'envoyer à n'importe qui. Et tant aussi longtemps que la personne détient le lien anonyme, ben, ils ont accès au contenu. Puis encore pire que ça, si on ne met pas de date d'expiration, ben là, on n'est pas capable de venir fermer cette porte-là ou cette porte-là ne se ferme pas, on va dire, de façon automatique. Alors, ce qu'on peut faire directement à partir de Insights, lorsqu'on voit des liens anonymes sans expiration, on est capable de venir définir une expiration ou même modifier une expiration qui est déjà associée à un lien anonyme. On est en mesure de voir quels sont ces liens anonymes-là et à quel objet ils sont associés. Ça nous permet de voir justement que dans le cas que Carl illustrait, que ça se peut qu'on ait un lien anonyme justement qui pointe vers un item qui contient de l'information sensible. On est en mesure aussi de générer un rapport. On est en mesure de voir si le lien a été utilisé. On est capable de voir qui est l'utilisateur qui s'est connecté, c'est quoi l'adresse IP, c'est quoi l'heure de connexion. Alors, l'idée de ça, c'est que derrière, dans le cas d'un lien anonyme sans expiration, on est en mesure de venir confirmer si le lien a été utilisé ou non. Même si l'information a été partagée sans restriction, ben, ça pourrait nous donner, dans certains cas, une tranquillité d'esprit. Puis, à la limite, on est même capable de venir justement, comme Carl mentionnait, supprimer ce lien-là vers ce fichier-là. La beauté de ça, justement, c'est qu'on est capable de tout faire ça à partir du portail Insights de AvePoint, sans jamais besoin d'avoir accédé au centre admin SharePoint. Alors, l'idée derrière ça, c'est qu'on utilise. Oui. Ouais, vas-y, Sylvain, j'allais dire merci beaucoup. On voit que tu es très passionné de ce produit-là. Je sais que tu le tiens très cher, mais effectivement, c'est vraiment un de nos coups de cœur. Pour ceux que je l'ai ajouté ici, pour ceux qui ne vendent pas déjà Insight, sachez que si vous vendez la SKU Total Protection de AvePoint, donc ce qui back up les mailbox, le SharePoint, le OneDrive, ben Insight chez IT Cloud est inclus avec cette SKU-là. Sinon, si vous faites vos backups 365 avec autre chose, ben vous pouvez acheter la SKU Insight et Policies que Sylvain parlait, mais de façon là,
unique, là, juste le qu'on appelle, nous, ici, Microsoft 365 Protect. Donc, vous avez les deux options, mais honnêtement, là, ça vaut la peine de le prendre avec le backup, puis ainsi de suite, parce que là, on a vraiment là, tous les backups et le Insight inclus dans un bundle qui revient beaucoup moins cher. C'est ça. Policies and Insights, sa force, c'est de nous amener cette compréhension-là au niveau de la sécurité des données et d'être en mesure de contrôler l'accès et le partage excessif de ces données-là. Merci, Sylvain. Mais mon dernier coup de cœur maintenant. Et celui-là, honnêtement, ça en est un qui est extrêmement intéressant, puis que vous avez peut-être déjà accès. C'est le Microsoft Global Secure Access. Pour ceux qui ne savent pas peut-être qu'est-ce que c'est Global Secure Access, c'est un SSE directement contrôlé dans votre tenant 365. Là, vous allez me dire, OK, c'est bien le fun. C'est quoi un SSE? Ben, c'est un Secured Service Endpoint. C'est un terme qui a été mis en place, je crois, par Cisco ou peut-être Fortinet il y a plusieurs années. En gros, c'est là pour un petit peu remplacer, si on veut, les VPN. C'est une façon de faire du VPN un peu plus sécuritaire. Mais je vous explique en gros qu'est-ce que ça fait du côté Microsoft. Premièrement, comment je fais pour savoir si mon client a déjà accès à ça? Ben, si votre client a du Business Premium ou peu importe là, du Entra ID P1, vous avez déjà accès à, selon moi, la partie la plus intéressante de ça. D'entrée de jeu, je voulais juste vous dire ça. Si votre client a du business standard, c'est une excellente raison de faire un upsell à Business Premium parce qu'en plus de tout le reste, ça vous donne accès à Global Secure Access. Maintenant, sans rentrer dans tous les détails, Global Secure Access, ça peut faire trois choses très intéressantes. La première, c'est protéger l'environnement 365. Et c'est ça qui est inclus avec une Entra ID P1. Mais en plus, ça peut faire tout le contrôle d'Internet. Donc, ça peut contrôler tous les accès vers Internet. Fait que si votre client dit, moi, là, je veux bloquer les médias sociaux, je veux bloquer la pornographie, je veux bloquer tout ce qui est firearms and tobacco. Je veux autrement dit que mes gens travaillent avec le web pour le travail. Okay? Ben, Global Secure Access, ça peut gérer ça. Ça peut devenir un gestionnaire de tout ce qui est les accès Internet pour le client. Puis avec des beaux logs, avec une interface où est-ce qu'on peut analyser qui a essayé de faire quoi sous quoi. En plus de ça, ça peut vous donner accès aux ressources locales. Fait que votre client a encore des file servers on-prem, des applications on-prem. Ben, j'ai plus besoin du VPN client, puis ainsi de suite. Global Secure Access est capable de me donner accès à mes ressources locales de façon très, très simple. Fait que ça fait ces trois choses-là. Il y a trois différents silos. Qu'est-ce qui est inclus avec Business Premium? C'est la protection de M365. Fait que je vais me concentrer là-dessus pour vous expliquer. Vous savez qu'il y a plusieurs façons de protéger un tenant 365. Mais une des façons, c'est le fameux Conditional Access Policies. Okay? Les accès conditionnels. Et qu'est-ce que je peux faire avec mes accès conditionnels? Ben, la chose que je peux faire le plus simple, c'est de dire, mon client, ses bureaux sont à telle place, sur la rue Belvedere ici à Sherbrooke. Puis leur adresse IP publique, c'est la rue Belvedere ici à Sherbrooke, c'est telle adresse IP publique. OK? Puis je limite le tenant pour que les seules connexions qui puissent se faire, ce soit à partir de cette adresse IP-là. Ça vient sécuriser mon tenant beaucoup. Mais là, votre question devrait être de dire, ouais, c'est bien intéressant ça, mais il y en a qui travaillent sur la route, il y en a qui travaillent de la maison, il y en a qui travaillent d'un peu partout chez ce client-là, ou le client, il n'y a même pas d'adresse IP fixe au bureau, ou le client, il n'y en a même plus de bureau, tout le monde travaille de la maison. Fait que là, qu'est-ce que je mets comme adresse IP? Ben, c'est quoi la deuxième chose qu'on fait? Ben, on dit, OK, d'abord, on ne peut pas mettre l'adresse IP, là, c'est trop complexe. OK, ben là, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va dire, ben, pour te connecter dans le tenant du client, il faut absolument que tu sois au Canada ou aux États-Unis. Bon, c'est correct comme protection, c'est pas mauvais, c'est mieux que rien, mais c'est pas parfait. Parce que là, un hacker, s'il veut vraiment cibler le client ou peu importe, il peut dire, OK, tu me bloques à partir de n'importe où, à part le Canada et les États-Unis, ben, je vais me monter une VM ou un bot qui roule au Canada et aux États-Unis, puis de plus en plus, les hackers commencent à rouler des bot farms un peu n'importe où. Fait que, oups, ça marche plus, là, tu sais.
En plus de ça, quand on met ces règles-là, puis on dit OK, je barre le Canada et les États-Unis, ben là, le client s'en va temporairement au Mexique ou travailler à partir de telle place. Puis il dit là, je ne peux plus. Il faut aller modifier Conditional Access, nanana. Qu'est-ce que ça fait, Global Secure Access, pour aider ça? C'est que sur tous les postes de travail, on installe un petit agent. Tout petit. Pareil, similaire à un petit agent VPN. Sauf que je n'ai pas de configuration à faire pour dire OK, tu te connectes sur telle adresse IP, puis en tel mode, puis c'est ça l'encryption. Non, l'agent, là, c'est next, 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 next. La prochaine question qu'il va te demander, c'est OK, log-toi. Puis là, ben, le user, il se log avec son username password une fois. Puis le petit agent te dit OK, moi, je suis all set. L'agent, il sait déjà, lui, où il faut qu'il se connecte. Il provient du tenant, puis il sait qu'il faut qu'il aille se connecter là. Puis une fois que j'ai les petits agents installés, ben là, tout ce que je fais, c'est que je crée une Conditional Access Policy, puis je dis OK, ben pour accéder au tenant, il faut que tu passes par Global Secure Access. En dehors de ça, tu ne peux pas accéder. Donc là, ça veut dire qu'un hacker, pour être capable de passer au-dessus, faut qu'il soit en mesure de se loguer dans mon tenant, il faut qu'il soit en mesure de télécharger mon petit agent, puis il faut qu'il soit en mesure de se loguer avec un des users. Je commence à l'avoir bloqué pas pire. S'il passe à travers de ça, c'est parce que là, il y a d'autres choses que j'ai faites de pas correct. Fait que ça vient vraiment créer une couche de sécurité autour, où est-ce que là, vous avez complètement le contrôle. Puis on se l'a fait demander souvent, cette question-là. Comment je peux faire pour m'assurer qu'il y a juste des patients du bureau qui se connectent? Puis là, on peut mettre Intune, puis on peut s'arranger pour que le poste soit compliant. Ouais, mais là, OK. Mais là, avec ça, je ne me casse plus la tête. J'installe le petit agent sur le poste, boum, 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 merci, bonsoir. Là, vous allez dire, OK, c'est bien le fun, mais les cells puis les devices mobiles, on fait quoi? Ben, vous avez deux choix. Il y a plusieurs personnes avec qui j'ai configuré qui ont dit, écoute, moi, les devices mobiles puis les cells, ça ne me stresse pas tant parce qu'il n'y a pas tant d'attaques qui se passent de là. Fait qu'ils font tout simplement les exclure de la stratégie. Moi, personnellement, je me dirais, oh, attends un petit peu, là. Il y a un agent qui supporte les cells. Installe-le, l'agent. En réalité, c'est Defender pour les cellulaires. Tu installes Defender sur un cellulaire, ça te donne l'antivirus et en plus, ça va se permettre d'accéder au Global Secure Access qui, en retour, va te permettre d'accéder à l'environnement 365. Donc, c'est une façon simple et efficace de protéger ton environnement 365. Puis, honnêtement, c'est déjà inclus dans des business premium ou si vous avez Entra ID P1. Donc, pourquoi s'en passer? C'est là. On peut vous aider à le mettre en place. On a un service Teammate pour vous aider à mettre ça en place. Puis, on peut vous aider à mettre en place la partie protection 365, la partie de contrôle d'Internet et la partie d'accès local. Puis, local ou autre, ici, on dit local, mais ça peut être n'importe quel autre service cloud en réalité. Donc, on peut vous aider à mettre ça en place, mais ça fait simplement partie de la SKU Business Premium pour ce qui touche à Microsoft 365. Il y a deux autres licences. Pour accéder à Internet, puis pour accéder on-prem, ça prend des licences. Sylvain, peux-tu nous expliquer un peu les licences que ça prend de plus? Oui, c'est ça. Comme Carl mentionnait, l'avantage de ça, c'est qu'on vient rajouter une autre condition dans notre stratégie d'accès conditionnel, mais pour justement être en mesure, disons, à partir de la maison, d'accéder à des ressources on-prem de façon sécure, sans nécessairement être obligé d'installer un VPN sur les postes. Parce que là, ce qu'on ne voudrait pas, c'est avoir de deux configs possibles sur les postes, une pour accéder à ce qui est cloud, puis un autre pour accéder à ce qui est on-prem avec un client SSL VPN, puis on ne l'aimerait pas certaines compagnies, mais on sait depuis quelques années toutes les failles de sécurité ou les problématiques associées avec au VPN SSL. Fait qu'à partir de ce moment-là, Global Secure Access nous offre la possibilité en utilisant Microsoft Intra Private Access. Alors, une fois qu'on a justement ce client-là d'installer sur les postes des gens, on vient créer un autre profil de trafic qui permet aux gens, justement, qui sont sur la route ou à la maison, d'accéder à des ressources à l'interne. L'avantage de ça, c'est qu'encore là, j'ai plus besoin là, de mon gros pare-feu là, qui me coûte des 10 000 là, à l'achat. À partir de ce moment-là, je suis capable de venir justement simplifier mon infrastructure. Et puis Microsoft Internet Access, ce qui est intéressant de ça, c'est que les gens qui sont, on va dire, au bureau, ben, je serais en mesure de venir faire du monitoring, du web monitoring. Je serais capable de voir à quoi ils accèdent sur le web, ces gens-là, à partir du bureau. Mais c'est sûr qu'à la limite aussi pour ceux qui sont à la maison. Alors, ça nous permet justement d'avoir une meilleure vue sur les activités des appareils et où les users sont en train de surfer sur le net.
Oui, exactement. Donc, un excellent produit. Renseignez-vous. Notre service Teammate peut vous aider à le mettre en place. C'est pas super compliqué. Ça demande, nous, ça fait quand même 1 an qu'on travaille avec. Ça demande un petit peu de pratique pour le mettre en place, mais c'est une fois qu'on l'a vu 1 ou 2 fois. Écoute, après ça, là, c'est du playback. C'est assez simple quand même à mettre en place et ça vient rajouter une énorme couche de sécurité. Fait que si vous voulez vous démarquer de la compétition, c'est une des choses à dire à vos clients ou à un client potentiel de dire, ben moi, je mets tout le monde en Global Secure Access. Le client n'a jamais entendu parler, on y explique un peu, puis il dit, oh, attends un petit peu, là, c'est ça que je cherche depuis des années, puis personne n'a été capable de me le dire. Puis là, ben, tu peux même dire au client, ben, regardez, vous le savez, ben, vous l'avez déjà le produit, c'est juste de le mettre en place. Fait que vraiment, là, un super produit, renseignez-vous là-dessus, Global Secure Access. Alors voilà, beaucoup d'informations ce matin. C'est un petit peu comme boire là, à partir d'une hausse de pompier, mais c'est toutes des choses que vous savez qu'on peut vous assister avec. Vous connaissez le drill de ça. Vous pouvez parler directement au département partenaire ou appeler notre département du sport et on va vous aider à mettre le tout en place. Alors voilà, j'espère que ça fut intéressant. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée et merci de faire affaire avec IT Cloud.